Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour, bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Alors chaque semaine d'ordinaire, nous réunissons sur ce plateau deux personnes qui traitent du même thème. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, ça n'est pas complètement le cas. Je vous présente immédiatement mes deux invités. Tout d'abord, Gwenaëlle Robert, bonjour. Bonjour. Votre roman Nevermind met en scène un personnage, et pas n'importe lequel, puisque vous mettez en scène Napoléon pendant une période extrêmement tourmenté, la période du consulat de 1799 à 1804. Il échappe à un attentat dont il a failli être la victime et il réagit en politique, en empereur déjà. Vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi cet épisode vous a fasciné, pourquoi vous avez décidé de nous livrer ce récit épique de la vie napoléonienne. Et à côté de vous, Jamel Chérigui, bonjour. Bonjour. Vous publiez La Sainte Touche, un livre qui est qualifié par vous-même d'autobiographie romancée. C'est un ouvrage qui met en scène un jeune homme souhaitant écrire aux prises avec un épicier qui est un épicier escroc, il faut dire les choses. Et dans ce duo, il y a à la fois une passion pour l'écriture, une passion dévorante pour celle-ci, et puis une vie qui est une vie un peu de loser, qui est faite de petits larcins, de magouilles diverses et variées, et de deals de drogue. Pourquoi avez-vous choisi, Jamel Chérigui, de situer cette action dans une épicerie avec cet entre-deux, ces deux personnages ? Parce que moi-même je suis épicier déjà. Donc c'est un contexte que je connais bien. Et puis il m'est arrivé au fil de mes errances de jeunesse de côtoyer des épiceries. Donc pour moi c'est important de raconter des choses auxquelles j'avais eu accès, que je connaissais bien, des choses auxquelles j'étais habitué. L'épicerie, c'est un lieu qui est un lieu de rencontre. Vous le décrivez dans votre roman La Sainte Touche comme étant une sorte de carrefour où vont se mêler différentes histoires de vie, différentes misères aussi. Les gens viennent pas seulement faire leurs courses, ils viennent aussi discuter. Donc forcément, on en apprend beaucoup. Et puis, on côtoie un tas de gens qui sont tous différents des uns des autres, tant par leur milieu socio-professionnel que par les tranches d'âge. Donc ça va de l'enfant qui vient chercher des bonbons à la personne plus âgée qui vient faire ses courses, que souvent on doit livrer et qui en même temps vient discuter. Et puis, il y a la passion donc, de la lecture, de l'écriture, une passion qui n'est pas comprise par cet épicier qui voit ce jeune aspirant écrivain faire des aphorismes. Il ne sait pas ce qu'est un aphorisme. Pourquoi vous avez décidé de mettre en scène cela ? C'est votre histoire, Jamel Chérigui ? Il y a un peu de mon histoire, mais surtout, moi, ce que je voulais faire, c'était écrire un livre que j'aurais aimé lire. Et je me suis rendu compte que dans ces livres que j'aime lire, il y a souvent des histoires de duo. Donc, par exemple, Sur la route ou Alexis Zorba. Et c'était important pour moi, justement, d'écrire un duo où le narrateur serait quelqu'un d'aérien, de rêveur, d'un peu idéaliste, et qui soit confronté, justement, à son alter ego qui serait, lui, plus pragmatique, plus terre-à-terre, plus ambitieux. Et alors, à partir de quel moment le lecteur que vous étiez a-t-il décidé de prendre la plume, exactement comme ce personnage que l'on voit donc prendre son risque comme ça avec ces morceaux de papier sur lesquels il va jeter des pensées, Jamel Chérigui ? Finalement, c'était presque un besoin. J'avais cette histoire qui me taraudait, je me sentais presque étouffé par la littérature. L'écriture de ce roman a suivi de nombreuses lectures, et au fur et à mesure de ces lectures, j'ai senti les phrases se former dans ma tête, puis tout doucement l'embryon d'une histoire, et ça devenait presque plus fort que moi, presque une nécessité. Pourtant, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, parce que je ne me sentais pas forcément légitime pour écrire. J'ai arrêté les études plutôt tôt. Et écrire, c'était aussi une manière de mettre à côté des grands écrivains que j'avais tendance à sacraliser. Donc ça a été très difficile. Le processus créatif a été très, très difficile.
Et il y a quelque chose d'extrêmement frappant dans ce livre, c'est son style, c'est-à-dire que vous mêlez une langue écrite, une langue assez recherchée, avec donc un langage poétique, et puis des phrases qui relèvent au contraire de l'argot quotidien. Jamel Chérigui, pourquoi ce choix? C'était très important pour moi de retranscrire une forme d'oralité à l'écrit. Et puis, pour moi, ça fait quand même partie de la littérature classique. C'est un exercice dont beaucoup ont apporté la contribution. Donc, on peut parler de Céline, de François Villon, de Rabelais. On peut remonter. Alors, ce sont des auteurs que vous citez d'ailleurs. Villon. On pense aussi, bien sûr, comme vous venez de le dire, à Céline. Ce sont des auteurs importants pour vous? C'est des auteurs que j'ai beaucoup lus, auxquels je me suis plus facilement identifié peut-être. Mais j'aime également la littérature plus classique, donc même les auteurs du 18e, Rousseau, ou du 19e, qui est le grand siècle de la littérature française, donc Chateaubriand, ou d'autres, ou Flaubert, qui ont une écriture plus grandiloquente. Mais moi, je me sentais plus proche quand même de l'écriture argotique. Gwenaëlle Robert, vous êtes professeur de lettres, vous n'êtes pas seulement romancière. J'imagine que ça fait réagir l'enseignante que vous êtes. Oui, absolument. Je pense que tout à l'heure, Jamel disait qu'il y avait une forme d'intimidation parce qu'on sacralise les auteurs. Mais je crois qu'on les côtoie aussi, enfin moi par l'exercice de mon métier, il y a aussi une forme d'intimidation parce que même s'ils nous sont relativement familiers dans le sens où ils font partie de notre profession, et bien finalement on est amené à sonder constamment leur grandeur et on se sent assez petit. Et je crois que c'est difficile aussi de se mettre à écrire quand on est environné de grands noms de la littérature française. Lorsque vous publiez ce livre, vous échappez justement à une certaine forme de déterminisme puisque vous êtes épicier et vous êtes maintenant aussi romancier. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous souhaitez qu'on vous présente. Je suis épicier romancier ou romancier épicier, ça dépend des moments. Mais ouais, ce livre, c'est un peu aussi une révolte contre le déterminisme. Je pense que ce qui est important, c'est le meilleur moyen de faire bouger les choses, c'est de les faire sans rien attendre en retour. Et quand on fait les choses avec le cœur, qu'on n'en attend rien, il se peut que ça déclenche des événements et on peut se dépasser soi-même, sortir de sa propre condition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous fait avancer dans J'ai beaucoup aimé le dernier membre de Chris Kraus, La fabrique des salauds, j'ai beaucoup aimé. Je lis aussi Mouloud Feraoun, qui était un auteur kabyle. Je suis moi-même kabyle. Et ça, j'ai une grosse lacune au niveau des auteurs. Des auteurs algériens, kabyles, donc j'essaie de le rattraper. Ou sinon toujours des livres d'histoire. Là, j'étais aussi dans l'histoire de France par Bainville, donc je mélange un peu toutes ces lectures. Alors, l'histoire de France, vous me tendez une perche qui va me permettre de présenter, alors non pas l'invité qu'on n'a pas pu inviter, mais la légende qu'on n'a pas pu inviter. Et cette légende, aujourd'hui, c'est Napoléon. Et oui, parce que je dois vous confesser quelque chose, Napoléon l'empereur, c'est une passion pour nos deux invités, pas seulement d'ailleurs pour nos deux invités, puisqu'il y a beaucoup de Françaises, même au-delà des Françaises et des Français, qui veulent incarner Napoléon et l'époque napoléonienne. Par exemple, regardez, c'était sur la plage de Juan-les-Pins en 2015. Austerlitz transposé sur le sable de Golfe-Juan. Anachronique, mais c'est pour le spectacle, car il y a 200 ans, le débarquement de Napoléon ici s'est fait sans bataille. Napoléon, le voilà. Général, j'aimerais que les chaussures de ce soldat soient plus sexy. Ne parlez surtout pas de sosie à Franck Sanson. Moi, je suis le vrai, donc je n'ai aucune difficulté à me comporter comme moi-même, je dirais. Prouvez-le-moi. Que je suis le vrai. Il ne faut pas me mettre en colère déjà, parce que c'est dangereux. Et puis non, il y a des tas de petites choses à savoir. Il y a le fameux tic de la Manche, et puis le tic de la cravache. Après l'exil sur l'île d'Elbe, l'empereur et ses troupes s'apprêtent à rallier Paris par la route des Alpes. Jamel Chérigui, vous avez une vraie passion pour Napoléon? J'aime beaucoup l'histoire de l'Empire, énormément. Pourquoi?
Ben c'est consubstantiel à mon entrée dans la littérature en fait, parce que le premier livre que j'ai lu derrière mon comptoir qui va me plonger dans la littérature, c'est une biographie de Napoléon par Max Gallo. Et là c'est une révélation. D'un coup je suis plus dans mon épicerie, je suis sur le pont d'Arcole, je me saisis du drapeau et j'avance face à l'armée d'en face. Je suis sur les bivouacs d'Austerlitz, je suis à Wagram, à Friedland, à Jena, et c'est vraiment une manière pour moi de m'échapper. Et je retrouve vraiment des émotions dont j'avais besoin, notamment cette fameuse volonté qui était propre à l'empereur. On le surnommera d'ailleurs souvent le professeur d'énergie. Et à un moment où moi-même j'allais pas très bien, me dire qu'un homme qui est né petit noble en Corse, l'année où la Corse a été achetée par la France à Gênes, je pense, et qui s'élève jusqu'à devenir empereur, c'est quelque chose qui me parle énormément. Non pas que je veuille devenir empereur, mais essayer tout du moins de m'élever le plus que je peux. Alors c'est l'histoire, en tout cas, que vous racontez, une partie de l'histoire de cet homme, Gwenaël Robert, dans Nevermind, à une époque entre 1799 et 1804, importante. Qu'est-ce qui se passe dans cette période d'incertitude, Gwenaël Robert ? Oui, on est vraiment dans une transition puisque Napoléon à ce moment-là est consul, ils sont 3 consuls de France, et donc on se situe vraiment d'une part à la charnière entre le XVIIIe siècle et le XIXe. La Révolution française commence un peu à patiner, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle s'enlise dans des régimes qui ne sont jamais vraiment pérennes, et par ailleurs elle continue à rencontrer une très forte opposition des royalistes. Alors en 1800, ici, l'histoire que je raconte, elle commence le soir de Noël, le 24 décembre, effectivement. Voilà. Napoléon réchappe à un attentat dans une rue de Paris, 1er arrondissement, qui n'existe plus, la rue Saint-Nicaise. C'est ça, il se rendait à l'Opéra avec Joséphine et puis son frère et Hortense, et il se rendait à l'Opéra ce soir-là, alors que des royalistes avaient prévu une charrette sur laquelle des explosifs devaient permettre de liquider Napoléon. Alors c'est pas le premier attentat contre Napoléon, il en a déjà essuyé 7, il y en aura encore d'autres après, et je dirais qu'il y a... C'est pour ça qu'il croyait beaucoup en son étoile, Napoléon. Oui, alors, et puis d'autres y croyaient aussi pour lui, et on se disait déjà immortel après l'épisode d'Arcole, entre autres, et c'est vrai que ça le conforte dans cette idée, puisqu'il échappe à quelques secondes près, la voiture passe avant que n'explose la charrette. Alors évidemment là, il y a une forme de basculement, puisque ce mythe, alors le mythe de l'immortalité qui était déjà un petit peu en marche, mais en même temps cet attentat il a lieu à un moment où Napoléon déjà commence à prendre une image un petit peu mythique. C'est le moment où David termine le fameux tableau de Napoléon franchissant le col Saint-Bernard, et on voit déjà comment les arts, alors la peinture et puis ensuite ce sera la littérature, s'emparent de cette personne pour en faire un personnage. Et alors dans votre roman Gwenaël Robert, vous mettez en scène un Napoléon qui est fin politique, qui se rend compte finalement que cet attentat manqué contre sa personne va lui permettre de gagner en prestige et d'être enfin acclamé par ses Parisiens. C'est ça, après l'attentat, Joséphine lui demande de rentrer aux Tuileries, et lui persiste dans l'idée de se rendre à l'Opéra parce qu'il sait qu'à partir du moment où il va se montrer au public, où la rumeur de l'attentat est déjà arrivée dans l'Opéra, il va pouvoir comme ça jouir d'une sorte de prestige, et que ça va accroître son héroïsme et donc son pouvoir, sa puissance. Et puis aussi parce que le peuple parisien commence à être lassé de la violence, et que les victimes, les civils qui vont être victimes de cet attentat, ça va être un petit peu la goutte de trop. Et donc finalement tout le monde va lui demander d'instaurer l'ordre et de rétablir une forme de paix civile. Et donc il incarne en fait cette possibilité. C'est une période qui vous parle, Jamel Chérigui, dans la vie de Napoléon ? Oui, j'aime beaucoup ce moment. Si je me trompe pas, il ne voulait pas aller à l'Opéra, je pense. C'est Joséphine qui va le presser un petit peu, et ça va lui permettre aussi d'arrêter quelques jacobins par la même occasion.
Oui, alors il va demander effectivement... Alors c'est là où le sens politique de Napoléon est intact. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'avez dit, Gwenaël Robert, cet attentat, il est le fait de royalistes, puisque Napoléon est pris en tenaille entre des royalistes et des jacobins, certains considérant qu'il n'est pas assez royaliste et d'autres pas assez républicain. Et lui considère... Alors, je vais vous laisser le dire avec vos mots, mais qu'il est bon de s'en prendre aux républicains. Oui, alors il le fait vraiment en toute bonne foi parce qu'il est absolument persuadé que c'est le fait des Jacobins. Il ne peut pas imaginer que des royalistes qui sont catholiques puissent sacrifier une enfant, la petite fille qui tenait la charrette, qui périt donc dans l'explosion, un soir de Noël. Et ça, pour lui, c'est incohérent. Donc immédiatement, il va envoyer Fouché sur la piste d'une répression. Qui était Fouché ? Alors Fouché, qui est le ministre de la police à ce moment-là, qui est un homme qui a vraiment participé à la Révolution française, qui a siégé à la Convention, et qui devient ministre sous le consulat. Et à cet homme, Napoléon va demander de faire un petit peu de ménage, c'est-à-dire d'établir une liste de 130 noms de jacobins connus qui auraient participé plus ou moins au massacre de septembre, les septembriseurs, comme on les appelle, et de les déporter. Et Fouché, lui, est à peu près persuadé... Il est réticent. Oui, alors d'une part, il a quand même quelques amitiés jacobines, même si le terme amitié chez Fouché, c'est un petit peu difficile à établir, parce que c'est pas un homme sentimental. Mais en tout cas, il est lui persuadé qu'il s'agit d'un coup des royalistes. Et il va néanmoins obéir à Napoléon, entre autres aussi pour montrer que finalement, ses amitiés jacobines, ça ne compte pas, et qu'il n'a absolument aucun scrupule à déporter si on lui demande de déporter. Mais alors, c'est ça, Jamel Cherigui, parce que alors, bon, pour ceux qui ont la passion Napoléon, je sais que ces choses-là sont difficiles à discuter, mais on se dit quand même que c'est un personnage sans cœur. Alors, Gwenaël Robert dit qu'il pense véritablement que ce sont des républicains qui ont fait le coup. Bon, peut-être qu'il se doute aussi que c'est avant tout un coup politique qu'il est en train de faire. Et vraiment, ce personnage calculateur, vous l'avez en passion ? Ouais, après, pour le coup, les sans-cœur, ça reste quand même les royalistes, là. Et puis, ce qui est plaisant aussi dans cette histoire, c'est que c'est plein de grands personnages. Par exemple, je pense à Cadoudal, là, pour cette histoire, qui est une montagne, un homme très grand, très fort, à qui, je pense, l'empereur va vouloir épargner plusieurs fois, mais qui refusera toujours. Donc, on est toujours dans des convictions. Je pense que vivre sans conviction, c'est un peu vivre inutilement. Donc, on voit des hommes déchaînés par les passions. Napoléon qui est toujours tiraillé entre les jacobins et les royalistes, comme vous l'avez dit, et c'est une période au-delà du personnage qui est très intéressante, je trouve. Alors justement, vous mettez en scène, Gwenaël Robert, un homme qui a des convictions, Joseph de Limoëlan, et je vous propose de nous le présenter. Oui, alors Joseph de Limoëlan, c'est un breton comme Cadoudal. Il a grandi dans les côtes du Nord, maintenant les côtes d'Armor, dans un petit château qui est le château de Sévignac. Et il a participé à la chouannerie. C'est un personnage sur lequel on a très peu d'éléments, ce qui était pour moi une chance, parce que quand on est romancier, on aime avoir des personnages qui laissent de grandes marges pour de la place pour la fiction et pour l'imagination. Alors, c'est pas le cas évidemment avec Napoléon ou avec Fouché, parce que c'est évidemment trop détaillé. Ils ont une biographie très détaillée, mais pour Joseph de Limoëlan, finalement, on avait comme ça beaucoup de plages vierges dans sa biographie qui me permettaient d'imaginer ce qu'avait été son parcours. Et puis, il prépare cet attentat avec deux autres chouans, il l'organise, il choisit cette date du 24 décembre. Et ce qui m'a intéressé dans son parcours, c'est surtout ce qui a suivi, c'est-à-dire le jour où j'ai découvert que cet homme n'avait jamais été pris par la police de Fouché, ce qui est dans le Paris de 1800 une gageure, parce que Fouché a des indicateurs à peu près partout et qu'il a tissé une toile comme ça autour de Paris. Et ce Joseph de Limoëlan qui lui a échappé a ensuite un destin absolument romanesque, accède à une forme de rédemption où il va chercher à racheter en fait sa faute. Et c'était son parcours à lui qui m'intéressait. En tout cas, Napoléon ne cesse d'inspirer les créateurs, y compris dans ses échecs. On va voir d'ailleurs un extrait du film du réalisateur soviétique Sergueï Bondarchuk, Waterloo, en 1970. Les Prussiens. Il n'y a aucune nécessité à ce qu'on sache que ce sont les Prussiens. Il vaut mieux laisser croire que c'est Grouchy qui survient et que les Prussiens sont sur la Lune. Oui, sire. Wellington fait la guerre d'une nouvelle manière. Il se bat assis sur son derrière. Il va falloir le faire bouger.
maréchal Grouchy. Là est simple. Celui qui prendra la ferme gagnera la bataille. Gwenaël Robert, Napoléon, comme on vient de le voir, c'est une histoire de démesure, une histoire où la démesure mène l'homme à sa perte. Oui, absolument. C'est ce qui fait de lui un héros tragique. C'est des mesures à la fois dans l'ascension, dans l'ambition et ensuite dans la chute. Et c'est aussi pourquoi il a inspiré autant d'auteurs. Parce que pour beaucoup de Français, Waterloo, c'est la morne plaine de Victor Hugo, c'est le Fabrice à Waterloo de Stendhal. Et on voit bien comment cet épisode tragique est devenu un mythe et a participé à la légende. C'est particulièrement saisissant pour une romancière comme vous. Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi tout ce qu'il a généré autour de lui. C'est-à-dire que le personnage lui-même, c'est une sorte de statue, mais autour de lui, tous les destins qui sont fracassés par sa chute, c'est surtout ça qui est évidemment éminemment romanesque. Jamel Chérigui, aujourd'hui, on se demande s'il faut ou non célébrer Napoléon. Bon, on a compris que vous considérez qu'il faut le célébrer, mais justement, c'est quand même un passé aussi problématique, Napoléon. Je pense pas qu'on puisse juger l'histoire, et c'est aussi une histoire terriblement humaine quand on regarde l'histoire de Napoléon, parce que c'est une histoire qui est faite de victoires, mais aussi de défaites, et non seulement de défaites militaires, mais aussi personnelles. Je pense à, par exemple, quand il était lors de la première campagne d'Italie, quand il était au front et que sa femme se baladait, donc Joséphine, avec laquelle il venait de se marier, se baladait auprès de Hippolyte Charles, et qui lui envoie des lettres enflammées. C'est comme, je veux dire, tout homme a quand même connu ça dans une vie, de la défaite aussi familiale avec ses frères et sœurs qui vont pas cesser de le ralentir. Et donc, il y en a pour tout le monde. Il y en a de tout et pour tout le monde, et chacun peut se retrouver dedans, je pense. Gwenaël Robert, un mot ? Oui, je crois que c'est absolument ça qui est fascinant chez Napoléon, c'est qu'il y a une sorte de concentré de la condition humaine dans tout ce qu'elle peut avoir, à la fois de superbe et de misérable. Et c'est en ça, à mon avis, qu'il a évidemment, qu'il trouve un écho chez tout le monde. Alors, en tout cas, il y a énormément de livres qui sont consacrés en ce moment à Napoléon, puisqu'on fête quand même le bicentenaire de l'empereur. En voici quelques-uns qui ont été sélectionnés par Fabrice Blondeau de la librairie Dédicace, mais surtout, cette librairie, elle est située passage d'Arcole, donc une adresse éminemment napoléonienne, à Rueil-Malmaison, tout près de Paris. David Chantran est un jeune historien napoléonien débordant d'un enthousiasme communicatif. Les 12 morts de Napoléon sont 12 moments de la vie de l'empereur vus à travers le prisme du courage physique. Alors, ces récits, ces moments sont enchâssés dans un récit qui va être le fil rouge de ce livre, qui va être l'exil à Sainte-Hélène. Ça donne un rythme haletant, c'est vibrant, c'est plaisant, vraiment un grand plaisir de lecture, tout en étant d'une rigueur scientifique à toute épreuve. La vie de Napoléon est une chose, le bilan de son œuvre en est une autre, et je vais vous présenter 2 livres qui se pose un petit peu cette question, le livre de Philippe Courroy et celui de Thierry Lenz. Alors Philippe Courroy, on le connaît comme magistrat, on sait moins que depuis l'enfance il nourrit une passion pour Napoléon. Il va prendre un peu la figure du procès pour faire comparaître en fait l'accusé Napoléon de 5 ou 6 chefs d'accusation, comme le fait d'être un tyran, sanguinaire, mégalomane. Et en fait, il va retracer les événements de la carrière, si je puis dire, de Napoléon, qui peuvent prêter le flanc à cette critique, et en les replaçant dans son contexte. Alors, la figure du procès marche assez bien. Il y a un faux suspense, puisque, en fait, il est quand même très, très favorable à Napoléon, mais c'est vraiment un point de vue intéressant. Thierry Lenz, lui, alors il n'y a pas de suspense, puisque le titre du livre, c'est Pour Napoléon. Donc c'est effectivement un plaidoyer, alors là, plus une étude historique et une analyse, véritablement, on reprend un peu les termes de critique qu'on a évoqués tout à l'heure, avec aussi la volonté de montrer la pérennité de l'œuvre de Napoléon. Alors, on peut considérer d'une certaine façon que ces 2 livres sont une réponse à un livre publié il y a quelques années et qui, lui, s'appelait, non pas Pour Napoléon, mais Le mal napoléonien. Et son auteur n'était autre que Lionel Jospin. Et on pourrait, ne serait-ce que pour ouvrir le débat, se replonger dans ce livre-là.
Le dernier livre, alors là on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, un album jeunesse qui s'appelle Champignon Bonaparte, qui propose un dessin d'une précision, d'une tendresse vraiment touchante. Ça s'adresse aux enfants d'à partir de 6-7 ans. Et qui sait, ça peut être l'occasion de démarrer une carrière de napoléonien, comme ça l'a fait pour Philippe Courroy, en tous les cas une passion dès l'enfance pour Napoléon. Alors écoutez, bonne lecture à tous et puis à bientôt en librairie. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Napoléon 1799-1804, Gwenaël Robert Nevermind, votre roman publié aux éditions Robert Laffont, et puis Jamel Chérigui, une histoire dans une langue célinienne qui mêle amour de la littérature et réalité glauque de la vie de quelqu'un qui se cherche. La Sainte Touche aux éditions J.C. Lattès. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.